13h30. Et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Assoulian. Aujourd'hui, les morts dansent la nuit de Paul Alter. Je crois que c'est Sherlock Holmes qui disait, lorsque dans une affaire, toutes les possibilités vraisemblables ont été infirmées, seul l'invraisemblable peut apporter la solution. Je crois qu'il n'avait pas tort, le cher homme. Il m'est déjà arrivé de résoudre certaines affaires en me fondant sur ce principe. Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Dr. Alan Twist, criminologue. Criminologue freelance, comme on dirait aujourd'hui. En effet, je suis consultant pour un certain nombre d'affaires policières. Mon plus fidèle client est ce bon vieux Scotland Yard. C'est toujours avec le plus grand plaisir que je mets mes quelques connaissances et mon intuition au service de ce gentleman. 9 fois sur 10, je trouve une solution. Je dis souvent en plaisantant que la 10e concerne les fantômes et que dans ce cas... Tenez, en parlant de fantômes, je viens de passer la soirée avec cet excellent Percy Lloyd. Vous connaissez? Percy Lloyd est un docteur tout ce qu'il y a de respectable, passionné par les histoires de revenants. Pourquoi pas? On peut être un excellent biologiste et aimer le frisson que procurent ces histoires de chaînes, de plaintes et de linceuls, n'est-ce pas? Encore que les fantômes ne sont pas les esprits sinistres que l'on croit, du moins si j'en juge par l'histoire que ce brave Percy m'a racontée ce soir au cours d'un excellent repas bien arrosé. En effet, il paraîtrait que des revenants se livreraient à d'incroyables orgies dans le caveau familial de son vieil ami David Simpson. Voyez-vous cela? Vers minuit, ce soir-là, prenant congé de mon cher ami Percy, allez savoir pourquoi l'envie me prend de faire une randonnée nocturne dans le Devonshire, précisément l'endroit où les Simpson ont leur propriété. Est-ce le hasard, l'orage terrible qui foudroie la campagne, ou les fantômes? Toujours est-il que ma vieille Jaguar tombe en panne non loin de chez les Simpson. Cette occurrence me navre et me ravit à la fois, mais elle me navre à l'idée que les Simpson puissent ne pas être chez eux, et elle me ravit pour le cas contraire. À mon second coup de sonnette, un jeune homme pâle, au visage avenant, m'ouvre la porte et me dévisage en silence. J'ôte mon chapeau trempé de pluie. Monsieur David Simpson, je présume. Excusez mon intrusion, mais je viens de tomber en panne non loin de chez vous. Mais permettez-moi de me présenter, Dr. Alan Twist. Nous avons un ami commun, le Dr. Percy Lloyd. David Simpson me serre chaleureusement la main en souriant, m'invite à entrer et me conduit dans un grand salon. Là, je m'assois confortablement en face de la cheminée, en compagnie des 2 autres occupants de la maison, Madame Arabelle Simpson, la mère, et Maggie, la sœur jumelle de David. Maggie et David se ressemblent comme on s'y attend. Quant à Madame Simpson, elle est si âgée, si somnolente sur ce rocking chair, enveloppée dans une épaisse couverture de laine, que, ne serait-ce le léger balancement qu'elle imprime à son fauteuil, on la prendrait aisément pour une momie.
David me propose un excellent whisky que j'accepte. Alors qu'il me sert, il me dit avec un léger sourire: Dr. Twist, je suppose que ce cher Percy s'est fait un plaisir de vous parler de notre caveau de famille. Je me trompe? En effet, cher ami, il m'en a parlé. Ce caveau nous cause bien du tourment, docteur. Du tourment, mon ami? Dr. Twist, notre fortune n'est plus ce qu'elle était et nous aimerions vendre la propriété pour nous installer dans le sud de la France. Mais allez donc vendre un château hanté. Tenez, docteur, je vais vous raconter cette histoire. Je sens que vous en mourrez d'envie. Il me faut d'abord remonter 150 ans en arrière. À cette époque, nous comptions parmi les riches familles du comté. Malheureusement, Arthur Simpson, notre aïeul, s'est avéré être l'un des pires êtres, dépravés, vils, immoral qui se puisse concevoir, à tel point que Jenny, sa première épouse, est morte peu après lui avoir donné un héritier. Pensez-vous que ce satané Arthur ait attendu la fin du deuil pour convoler en seconde noces? 2 mois plus tard, il donne son nom et son titre à une diablesse du nom de Marion, et il entame une très longue période d'orgie, de vice et d'excès. Ne serait-ce pour exemple que la danse du collier. Le clou de leur soirée, quand Marion s'exhibait sur une table jonchée de verre avec, pour tout vêtement, un lourd collier de vulgaires perles de verre et de pierres polies. Un soir, une de leurs orgies s'est terminée par la mort. En effet, Arthur, son frère, et Marion furent empoisonnés. Mais, avant d'être engloutis par l'enfer, Marion a eu le temps de croasser ses dernières volontés. Être enterrée nue avec ce collier sans nom. Archibald, l'enfant qu'Arthur avait eu de son premier lit, hérita du titre et de ses biens. Archibald était un excellent homme. Il passa sa vie à tenter d'effacer la sordide réputation que les Simpson avaient acquise par la faute de notre aïeul. Alors qu'Archibald avait une 40aine d'années, un braconnier, fou de terreur, raconta à l'auberge du village avoir entendu des clameurs et des chants sortir de la chapelle familiale où se trouve notre caveau. C'est à ce moment qu'on a pris l'habitude de poser des scellés à la porte de la crypte. De tous les descendants, mon père, Sir Henry, fut celui qui s'évertua avec le plus d'acharnement à effacer la sinistre mémoire d'Arthur Simpson, à tel point que notre grand-père avait l'habitude de le taquiner en lui faisant remarquer qu'après 100 ans, il y avait peut-être prescription. Or, il y a quelque temps, un soir d'été, le malheur est venu frapper à notre porte. Léopold, le frère cadet de notre père, est mort, empoisonné. Ils prenaient l'apéritif tous les trois, mon père, Léopold et Peter, son autre frère, quand à un moment quelconque, ils ont quitté le salon, laissant là leur verre. Quand ils sont revenus, après avoir bu, Léopold est mort, foudroyé à la première gorgée. Il était impossible de distinguer les verres de Peter et de Léopold qui buvaient du whisky tous les deux. Notre père, lui, buvait du Porto. Un empoisonnement aveugle. Peter aurait très bien pu y passer à la place de Léopold, n'est-ce pas? Léopold a été inhumé dans la crypte et quelques jours plus tard, nous avons été réveillés par des rires fous, des chants grossiers et vulgaires. C'est ma mère qui s'en est aperçue. Mon père, installé dans une autre aile du château, n'avait rien entendu. Cette nuit-là, mère vint nous réveiller. Nous nous rendîmes immédiatement dans la chapelle. Nous avons descendu le petit escalier qui mène à la crypte et constaté que les scellés étaient intacts. Nous sommes donc remontés. Au moment où mère nous disait avoir sans doute été victime d'un mauvais rêve, un
épouvantable vacarme a profané le silence des lieux. C'est à cet instant que Père nous a rejoints. Il a immédiatement demandé que l'on coupe le ruban des scellés, ce que nous avons fait. Après un tour de clé, la porte de la crypte s'est ouverte en grinçant. Ce que nous allions découvrir devait nous marquer pour le restant de nos jours. Je profitais du lourd silence qui s'était abattu sur nous pour boire une gorgée de ce délicieux whisky. Mais qu'avaient donc découvert les Simpson qui les effrayait tant? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. David Simpson, pâle comme un linge, poursuit son récit. Dr. Twist, il me faut d'abord vous décrire la disposition et l'état des lieux tels qu'ils étaient une semaine plus tôt après l'inhumation de mon oncle Léopold. Imaginez une sorte de long couloir dont chacun des côtés possède 2 rangées d'alcôves destinées aux cercueils contenant les défunts. Or, ce qui s'offrait à nos yeux était un spectacle effrayant. 2 cercueils, des alcôves supérieures, s'étaient écrasés sur le sol. Le couvercle de l'un d'eux avait sauté, des ossements gisaient épars au milieu des lourdes perles de verre et de pierre du collier de Marion. Chute accidentelle? Non, impossible. Le bas des alcôves est parfaitement plat et horizontal. Bien entendu, nous avons immédiatement alerté la police. Elle a d'abord examiné les scellés qui étaient parfaitement intacts, hormis la franche coupe faite par les ciseaux de mon père. Pas la moindre trace d'un trucage quelconque. Et ce n'est pas tout, Dr. Twist. Les couvercles de certains cercueils n'étaient pas assujettis comme ils auraient dû l'être. Ils furent ouverts. Les cercueils étaient vides. Du moins, certains, car d'autres avaient 2 occupants. David Simpson se lève et remplit nos verres. Heureuse initiative après un tel récit. Mais, et monsieur votre père, cher David? Cet événement l'a tué, Dr. Twist. Son cœur était malade. Voyez-vous, un passé lourd de honte dont il avait toute sa vie, avec acharnement, cherché à effacer la trace, venait de renaître. Une crise l'emporta la semaine suivante. Cher David, dites-moi, y a-t-il eu d'autres faits bizarres, des détails qui auraient pu vous échapper? Concentrez-vous. David Simpson regarde sa sœur. Madame Simpson mère semble plus endormie que jamais sur son fauteuil à bascule. Des faits bizarres, Dr. Twist? Il me semble qu'il y en a eu suffisamment. Non, David, non. Je pense à quelque chose de plus anodin, n'est-ce pas? Un détail qui vous aurait paru curieux sans pour autant vous échapper. Concentrez-vous. Non. Je ne vois pas, Dr. Twist. Et toi, Maggie, tu vois quelque chose? La jeune femme réfléchit. Il y a eu ce vol dont Père s'est plaint, David, peu avant sa mort. Il voulait aller pêcher dans le lac pour se détendre les nerfs, mais il est rentré hors de lui. Sa plus grande canne à pêche avait disparu. Mais ceci n'a probablement aucune importance, Dr. Twist, n'est-ce pas? Ça n'est pas mon avis, mademoiselle Maggie. Voyez-vous, ce fait anodin est le maillon manquant de la chaîne.
David et Maggie s'entre-regardent interloqués. Le maillon manquant de la chaîne, Dr. Twist? Vous voulez dire que vous venez de résoudre le mystère? Oui, en effet, je le crois, cher David. Voyez-vous, si notre ami Percy Lloyd, qui m'a parlé de votre problème pour la première fois, n'avait omis certains faits, je l'aurais éclairci plus tôt. En effet, il a passé sous silence, n'étant sans doute pas au courant ou n'y ayant pas attaché la moindre importance, les perles de verre et les pierres du collier éparpillées dans le caveau. Cette affaire est, somme toute, très simple, mon cher David. Prenons les faits dans leur ordre chronologique. Il n'y a rien de vraiment mystérieux dans ce qui s'est passé ici quelques siècles plus tôt. L'empoisonnement de vos aïeux est sans doute le résultat d'une rivalité amoureuse. Quant aux rumeurs qui ont suivi, les campagnes fourmillent d'histoires de revenants, n'est-ce pas? Passons plutôt au meurtre de votre oncle Léopold et tenons-nous-en aux faits. L'assassin a frappé au hasard, donc peu importe que ce fût votre oncle Peter ou votre oncle Léopold qui ait bu ce whisky empoisonné. En revanche, ceci était d'une importance capitale pour le second meurtre, celui de monsieur votre père. À cet instant, Maggie Simpson m'enveloppa d'un regard insondable. Mais, Dr. Twist, père est mort d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque provoquée est un coup mortel, mademoiselle Maggie. J'ai le regret de vous dire que votre oncle Léopold fut empoisonné dans le seul but de faire ouvrir le caveau familial. Et pourquoi? Pour avoir la possibilité de faire cette mise en scène qui fut fatale à monsieur votre père. N'a-t-il pas mené une vie austère, à la limite du puritanisme, se sentant encore sali par les frasques d'un ancêtre lointain? Tout semble indiquer que l'assassin est une personne qui lui en voulait terriblement. Pour quelle raison? Le crime parle de lui-même, n'est-ce pas? Cette orgie post-mortem ne pouvait être qu'un affront insoutenable à cet homme misogyne, puritain, tyrannique qu'était monsieur votre père. Il est bien évident que les scellés ne furent pas examinés à la loupe lorsque l'on inhuma votre oncle Léopold. Eh bien, à ce moment, quelqu'un avait déjà pénétré dans le caveau pour préparer la mise en scène, c'est-à-dire substitution de cadavres, déscellement de certains couvercles de cercueil. À cet instant, il ne restait plus au meurtrier qu'à mettre en place le stratagème destiné à faire basculer les deux cercueils afin qu'on les retrouve par terre. Quel stratagème, David? Mon Dieu, mais le fil à pêche, mon garçon. Le fil à pêche, très solide, fixé au poignet et passé sous la porte du caveau. Admettons, Dr. Twist, cela paraît plausible pour un cercueil rempli seulement de quelques ossements. Mais le cercueil de l'oncle Léopold pesait lourd, lui. Comment l'assassin a-t-il pu le faire se déplacer? Mon cher David, avez-vous déjà entendu parler de cette merveilleuse invention qu'est la roue? De la roue? Oui, cette invention géniale qui a permis à l'homme de déplacer, à défaut de montagne, des poids considérables. Eh bien, qu'a-t-on trouvé dans le caveau qui ait pu tenir lieu de roue? Les lourdes perles de verre et de pierres polies du collier, qui ne faisaient qu'ajouter à la macabre mise en scène. N'oubliez pas, mon cher David, que le meilleur moyen de dissimuler des indices, c'est encore de les mettre en évidence.
Quand vous veniez de remonter l'escalier du caveau, au moment où monsieur votre père vous a rejoint, quelqu'un a tiré le fil de nylon de la canne à pêche que l'on avait soi-disant dérobé à monsieur votre père. Mais qui, Dr. Twist? Qui? Un silence soudain, beaucoup plus lourd, s'est abattu dans le salon. Un silence où il manque quelque chose. Le grincement du rocking chair. Madame Simpson, mère, les yeux clos, un étrange sourire aux lèvres, semble dormir d'un sommeil profond, terriblement profond, d'un sommeil éternel. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Les Morts dansent la nuit de Paul Alter.